Le site internet international. Lacléinternation.org, qui vous propose différents sujets d'information sur l'organisation de la société humaine, en français, en italien, en espagnol, en portugais, en anglais, en espéranto, et la Clé France, qui est la collectivité laïque équitable pour la France et pour tous les pays francophones, le Canada, la Belgique, la Suisse et les pays de l'Afrique francophone, ainsi que pour tous les francophones des autres pays du monde. Après vous avoir présenté Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Cette collection numérisée accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et aussi l'audition de la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et son ouvrage humanoïde. Numérisé et accessible en téléchargement gratuit, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Également confectionné en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. En livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Tous ces ouvrages sont également en conférence vidéophonique, répartis par chapitre, sur YouTube. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Esclavoïde du même auteur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société française. Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société française est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est ainsi organisée? Pour qui elle est organisée de cette façon-là? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Esclavoïde. Chapitre 4. Des destructeurs. Ils détruisent les emplois, ils détruisent les États. Les systèmes économiques sont financiarisés. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a d'énormes changements de stratégie permanente concernant les priorités au sein des entreprises. Leur priorité principale est devenue une rémunération excessive de leurs actionnaires. Les conséquences en sont extrêmement ravageuses. Il y a seulement 5 années, les entreprises reversaient environ 30% de leurs bénéfices sous forme de dividendes à leurs actionnaires. C'était la règle du jeu qui permettait de rémunérer la confiance donnée par des personnes privées qui leur avaient confié leurs capitaux en achetant des parts dans leur entreprise. Maintenant, les dividendes dépassent souvent les 50% des bénéfices. Les entreprises qui ne s'alignent pas sur cette règle voient immédiatement la valeur de leurs actions chuter considérablement. Les grandes sociétés, cotées en bourse, sont particulièrement sensibles à ce mécanisme. Chacune des entreprises se voit dans l'obligation de suivre cette tendance. Il est en tout cas de bon ton de jouer le jeu. C'est un jeu particulièrement dangereux, car ces entreprises ne réinvestissent plus suffisamment ou plus du tout.
C'est une conséquence catastrophique pour les emplois. Les entreprises n'embauchent plus. Elles ont même la tentation de supprimer du personnel, elles appellent cela « rationaliser » les emplois. Cela fortifie leur positionnement chez les actionnaires et valorise leurs actions. Il s'agit en fait d'une situation de leurre, pour les employés auprès de qui elles exigent toujours plus de rendement. Les déficits actuels d'investissement sur l'emploi auront de gravissimes répercussions pour les années à venir. Ce sont les actionnaires qui, actuellement, dirigent le système économique. Leur pouvoir ne s'arrête pas là, ce sont eux qui décident de la rémunération accordée aux dirigeants. Mieux les patrons rationalisent et plus ils sont rémunérés. Les 3 pays qui, dans le monde, rémunèrent le mieux leurs actionnaires par des dividendes extravagants, sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Les grands patrons des grosses entreprises touchent plusieurs millions d'euros en salaire fixe par an. Mais cela ne leur suffit pas. Les grands patrons de ces grands groupes ont en plus des suppléments en salaire variable et aussi d'énormes tranches d'actions. Et, si par hasard, un de ces patrons venait à être remercié, c'est par un chèque de 3 millions d'euros, plus 250 000 euros mensuels, par exemple, pour ne pas être tenté de se rendre chez un groupe concurrent. Pour parvenir à ce résultat, la finance, qui a pris le pouvoir, impose ses méthodes. Cela consiste à augmenter, toujours davantage, la pression sur les salariés. Un employé sur 5 ne parviendrait plus à faire face aux exigences de charge de travail, sans cesse toujours plus importantes, et nombreux sont ceux qui finiraient par se suicider. Les catastrophes sociales sont irréversibles. Lorsque ce sont les actionnaires qui décident, à la place ou en complicité avec les patrons, l'entreprise peut rapidement péricliter. Ils exigent des profits, à tout prix, immédiatement, et cela n'est pas sans conséquence. Ils n'hésitent pas à démanteler pour pouvoir obtenir toujours plus de profits. Ils ne décident plus aucun investissement dans la recherche qui permettrait d'assurer l'avenir. Les emplois de chercheurs et de techniciens sont sacrifiés. Ces emplois sont considérés non rentables immédiatement. Les restructurations succèdent aux restructurations. Les plans sociaux succèdent aux plans sociaux. Pendant que les bénéfices régressent, en raison de la conjoncture, les dividendes versés ne cessent d'être augmentés, cela s'appelle de la prédation. Les intérêts des patrons s'alignent avec ceux des actionnaires. Pendant les 40 dernières années, en France, les dividendes, qui correspondaient à 50% des investissements, représentent, maintenant, 150% des montants alloués aux investissements. Les entreprises sont sacrifiées. Pourquoi ? Il convient de comprendre qu'il y a les petits actionnaires privés et les grands groupes qui détiennent le principal des parts dans ces modèles d'entreprise. L'analyse de notre économie de marché fait apparaître que 97% des échanges financiers réalisés dans les États sont spéculatifs, avec seulement 3% de la masse monétaire utilisable par les acteurs de l'économie réelle, statistique moyenne mondiale. Cette situation engendre, dans le temps, épisodiquement, un chaos économique et social. Ces conséquences ont contraint certains acteurs sociaux à tenter d'instaurer de nouvelles valeurs, par des échanges localisés, dans le but d'installer une économie plus sociale. Ce sont les mêmes voyous qui ont ruiné les entreprises, qui ruinent également les États européens. Tout est parfaitement organisé pour anéantir les États européens. Ce sont les fonds de pension américains qui achètent à très bas prix les actions des banques des États mis en grandes difficultés économiques par la Troïka, qui désigne l'alliance de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne et du Fonds monétaire international pour superviser les plans de sauvetage et ses implications dans les États membres de l'Union européenne. La boucle est bouclée. Tout a été parfaitement orchestré par la Troïka, y compris par une corruption des dirigeants du moment, dans les pays concernés. Tous les hauts responsables politiques des États membres sont redevables de cette gabegie. Ils jouent au Monopoly sur le dos des peuples. Aucune réforme d'une philosophie macroéconomique, ni de son contenu microéconomique, ne pourra jamais être réalisée favorablement par les futurs gouvernants de ces États pillés. Tous menteurs. Tous tricheurs, tous voleurs,
tous corrompus? Cette analyse est plus complète dans Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Les populations esclaves, humanoïdes, des dictatures déguisées. Les démocratures sont des dictatures camouflées ou des démocraties truquées. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un régime avec toutes les apparences d'une démocratie, constitution, élection, séparation des pouvoirs, mais qui dans les faits et dans les actes, fonctionne comme une dictature. J'appelle démocrature, cette situation hypocrite qui, au nom de la démocratie, impose aux citoyens les mœurs d'un autre âge, où la caste de la noblesse jouissait de droits privilégiés et en usait avec morgue et arrogance. Le non-respect des promesses de campagne électorale et même de la tromperie des citoyens par un changement radical de cap. L'exercice du pouvoir par une caste technocratique et financière qui manipule les citoyens, comme on le faisait en monarchie, est autant d'atteintes à la démocratie. Une vingtaine de familles régnantes de la noblesse mondiale et aussi des grandes banques internationales, de l'Occident et de l'Orient, appelées de différentes façons, mais mieux connues sous le terme des Illuminati, ou de la cabale aux USA, ou encore du Grand Orient de France, dont la puissance serait parfaitement incontrôlable, dirigerait et dominerait tous les peuples de la planète Terre, en toute clandestinité. En France, toute la caste politique serait sous le contrôle de la franc-maçonnerie. C'est elle qui déciderait du sort de la population française, la fraternelle parlementaire déterminerait toutes les actions devant être entreprises. Il y aurait entre 300 et 400 députés et sénateurs francs-maçons au Parlement français, actuellement, chargés de porter d'abord l'idéal maçonnique. Mais l'Europe tout entière serait aussi sous cette domination franc-maçonnique de confession juive. Cette caste se considère d'inspirations intellectuelles et porteuse de la lumière, devant régner au-dessus du monde, par une domination totale. Leurs actions se feraient par une corruption par l'argent et par le sexe, utilisée pour le contrôle des hauts fonctionnaires. Une instruction adaptée à l'établissement des meilleurs cerveaux, établis à leur cause. Une influence constante par l'intermédiaire de ces éléments manipulés, afin de les installer dans les postes décisionnels des États et des institutions religieuses. Une suprématie absolue sur les moyens d'information des publics, par cette communauté secrète, aux fins de convaincre et d'orienter les informations destinées aux populations de l'impérative nécessité d'une création du gouvernement mondial. Utiliser toutes les forces armées pour réaliser des coups d'État militaires nécessaires au renversement des gouvernants hostiles à leur programme. Un revenu de base. Enfin, considéré d'un point de vue politique, en réduisant l'influence de l'État sur la vie privée du citoyen, surtout quand il est de conditions modestes, le revenu de base contribuerait à développer la démocratie et la liberté individuelle vers une nouvelle conscience plus humaine. Les Suisses ont rejeté massivement la création d'un revenu de base pour tous, un vote inédit qui a suscité de vifs débats dans le pays. Selon les résultats définitifs, 76,9% des électeurs ont dit non à ce projet controversé. Le taux de participation était de 46%. Le texte avait peu de chances d'être voté. Fin 2015, le Parlement a recommandé le rejet de l'initiative, jugée dangereuse, à la fois en termes d'immigration et pour le système social suisse, avec des sommes prévues trop élevées pour ceux qui n'en ont pas besoin, et trop modestes pour ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'une étape de parcours, pour préparer la Suisse. Dans 20 ans, nous aurons le revenu inconditionnel de base, peut-être même plus tôt, confiait en mars le quotidien suisse Le Temps. Il devient indispensable de pouvoir rêver. Le revenu universel de base a été testé en Alaska, en Finlande, à Singapour, au Canada, aux Pays-Bas, en Inde, au Koweït. Il convient toutefois de considérer que ce projet semble avoir été rédigé de manière à ce qu'il ne puisse pas être mis en œuvre. Note de l'éditeur. Le savez-vous ? Depuis 2014, toute personne d'origine musulmane résidant en France peut déclarer son statut de polygame, en préfecture. Sa première femme touchera le RSA, plus les allocations familiales, plus les allocations pour jeunes enfants, plus une allocation logement, plus une allocation de rentrée scolaire.
Elle aura droit à la CMU et à une mutuelle gratuite. Tous les frais médicaux de cette famille seront ainsi pris en charge. Sa deuxième femme peut rejoindre son mari, en France, sans qu'il lui soit délivré de carte de résidente. Ses enfants naîtront en France et seront français. Même sans papier, cette femme ne sera pas expulsée ni expulsable. Cette deuxième épouse, qui n'en est pas une, pour la France, sera considérée comme un parent isolé. Elle touchera une allocation mensuelle de 700 € pour parent seul, il lui sera ajouté 177 € d'allocation familiale pour chaque enfant à charge. Pour des enfants de moins de 3 ans, elle aura droit à 162 € supplémentaires par enfant. Comme parent isolé, elle percevra une allocation logement de 300 €. Une femme musulmane n'a pas le droit de travailler, le RSA sera là, pour pallier à cette difficulté. Une personne seule touche 418 €, plus 167 € par enfant à charge. Avec des enfants en âge d'être scolarisés, une allocation de rentrée scolaire de 258 € par enfant lui sera versée. Elle aussi aura droit à la CMU et à une mutuelle gratuite. Et sa troisième femme, etc. Il ne vous reste plus qu'à calculer, ce père de famille musulman n'a plus besoin de chercher du travail, il lui faut chercher à placer son argent. Certains polygames seraient susceptibles de toucher jusqu'à 10 000 € de revenus mensuels, en valeur 2014. À vérifier, tout de même. Note de l'éditeur. 1. Haine, irraisonnée. Serait-il de trop? Être juif et français serait-il devenu difficile à vivre en France? De nombreuses agressions auraient été perpétrées contre des représentants de la communauté juive de France. En moyenne, au moins une agression par jour, verbale ou physique et parfois les deux à la fois, aurait lieu. Quels sont donc ces Français devenus antisémites? Les faits seraient répertoriés dans les rangs politiques dits de la droite extrême, mais seraient aussi attribués à des intégristes religieux. Quelles peuvent être les conséquences de telles attitudes? La France doit rester un pays libre, multiculturel et multicultuel. Des formes de terrorisme en particulier islamistes se seraient renforcées sur le territoire. Les lieux de culte et les écoles juives auraient été placés sous surveillance policière. Pourquoi seraient-ils ainsi ciblés? Des attentats ont été perpétrés contre des enfants juifs qui se rendaient à l'école. Des innocents ont ainsi été assassinés. Il y a une très grande distance entre un projet humain global et de tels événements. En Grande-Bretagne et plus particulièrement à Londres, la liberté d'expression y est organisée. Chacun a le droit de s'exprimer librement en pleine rue. Cependant l'islamisation extravagante de Tower Hamlets, un quartier voisin de la City, poserait quelques soucis. La ségrégation islamique y régnerait d'autorité. Londres compterait 600 000 musulmans dits extrémistes. Un tribunal et une école de la charia y seraient instaurés. La passivité des autorités britanniques en face des prédicateurs religieux devient déconcertante et dangereuse. Comme dans de nombreux quartiers des grandes villes françaises, les services de police n'y ont plus d'accès et les riverains s'y font continuellement agresser. Le souhait des islamistes c'est que bientôt le drapeau islamique soit aussi érigé en haut de l'Assemblée nationale française. Y aurait-il une Palestine en France? Y aurait-il des préjugés défavorables à l'égard des Juifs en France? Il y aurait une peur viscérale des Juifs qui contrôleraient le monde? Les Juifs qui détiendraient le monopole de l'argent? En tout état de cause les Juifs représenteraient la puissance. De là à établir une discrimination, le pas serait vite franchi. Des faits se sont déjà déroulés, pendant la dernière guerre, à leur égard, et qui s'appellent la Shoah. Une véritable catastrophe qui concerne une tentative de leur extermination par les combattants du Troisième Reich et leurs alliés et qui a représenté un génocide, à partir d'un programme politique. L'Holocauste est, quant à lui, considéré comme un sacrifice religieux. Le rappel, à de très nombreuses occasions de ces faits, laisserait penser que les Juifs, en France pour le moins, auraient pris le contrôle des moyens d'information. Un quart des 22 000 habitants de Créteil est de confession juive.
Une ville où la tolérance entre juifs, musulmans et chrétiens était totale. Mais là aussi, le communautarisme serait devenu un réflexe de refuge contre la peur de l'autre, engendré au quotidien. C'est un simple réflexe sécuritaire qui traduit un nouveau modèle de vie. La crainte et la méfiance ont fait place à l'insouciance précédente. Est-ce à cause de cette crainte que 8000 Juifs auraient récemment quitté la France pour Israël? Ceux qui s'y sont déjà installés disent se sentir bien en Israël même si, comme ils le disent, ils sont entourés de « barbares ». Les Juifs de France douteraient et s'inquiéteraient pour leur avenir en France. Ils considèrent pourtant que la France appartient à tous les Français, de quelque confession qu'ils soient, ainsi que pour les non-croyants. Il est vrai aussi que la grande majorité des Juifs n'a aucune intention de partir de France. Que deviendrait-elle, cette France des droits de l'homme et du citoyen? Le conflit israélo-palestinien s'y serait-il installé, sans qu'on y prête attention, insidieusement, mais pourquoi? Il ne peut pas y avoir a priori, de congruence, ou d'identité de forme, entre les sémites arabo-musulmans ou arabo-juifs, sur le plan religieux en France, puisqu'il peut y avoir des identités distinctives directes, dans leurs pratiques religieuses. Elles ne peuvent pas, en tout cas, se référer aux interférences militaires connues en Palestine. L'antisémitisme constitue un alibi privilégié, permettant de justifier les atteintes au révisionnisme historique, par la création de lois liberticides en France. L'État aurait-il le droit de décider de ce que doit être la vérité? Qu'en serait-il d'un complot américano-sioniste? Serait-il à l'instigation de la tentative de réalisation d'un califat, tentant de réconcilier les pays arabo-musulmans pour la création d'un État commun situé en Irak, en Syrie et en Iran, par la force, comme l'ont fait les Juifs en Palestine, pour pouvoir mieux déclarer une guerre particulièrement offensive à leur encontre? À partir de 1983, le pouvoir sioniste aurait pris le pouvoir politique, par un appui du pouvoir bancaire, et instauré un modèle de rigueur dont la France ne se serait plus remise, en bloquant tous les secteurs économiques du pays. Environ 600 000 Juifs, nombre estimé, résideraient en France et détiendraient tous les secteurs clés, décisionnels du pays, dans tous les secteurs économiques et bancaires, ainsi que ceux de l'information, de la culture, de la santé, etc. Cette situation, qui rappelle celle de l'Allemagne-Autriche des années 1929 à 1937, est propice à faire se renforcer arbitrairement une vague antisémite pourtant encore illusoire. Une nation, comme la France, en faillite économique complète, où les agriculteurs et les petits commerçants sont ruinés et qui se suicident en masse, où la classe moyenne est exsangue, serait dirigée par une oligarchie écrasante, arrogante et méprisante. Cette oligarchie qui a pris les pleins pouvoirs n'hésite pas à se cacher derrière les slogans de complotisme et de conspirationnisme, qui leur permet de faire douter de la valeur de leurs détracteurs. Par exemple, il suffit de dire que le complotisme fournit des arguments au terrorisme, lorsqu'il est dit que l'écroulement des tours jumelles est anormal et peut être douteux, par la suite de leur percussion par des avions de grande ligne. Mais, les pleins pouvoirs de l'oligarchie dirigeante en France auraient, en cours de préparation, une guerre civile parfaitement orchestrée. D'abord, par l'installation d'une immigration volontaire et incontrôlée depuis plusieurs dizaines d'années, et qui leur permettrait d'établir une mainmise totale sur l'Europe à partir de la France. Ensuite, parce que le chaos sert les puissants en leur permettant de réaliser une domination totale sur les populations. Le processus étant d'organiser un régime faible plus facile à gérer. Analyse établie en 2016, note de l'éditeur. Vers un collapse. Comment l'augmentation des prix est-elle analysée? Par un grand mensonge sur le pouvoir d'achat. À la baisse du pouvoir d'achat, constatée quotidiennement par les citoyens français et répercutée par les enquêtes d'opinion, l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, qui est l'organe de référence permettant d'analyser les fluctuations des prix de la consommation des ménages, aurait une vision particulière de la situation économique. Quelle est donc la méthode de calcul de l'INSEE qui affirme que le pouvoir d'achat serait en continuelle augmentation?
L'INSEE aurait cette particularité d'analyse, qui lui permettrait d'abord de tenir secrète sa liste des produits pris en référence, puis de ne pas tenir compte des impôts ni des crédits à la consommation. Le plus surprenant dans ces analyses concerne un de ces outils d'étude qu'elle a intitulé « les effets qualité ». Si l'on considère que le pouvoir d'achat est le rapport entre l'augmentation des salaires moins le niveau de l'inflation qui est une augmentation générale et durable du prix des articles, il suffit de connaître le montant des salaires déclarés aux impôts sur le revenu et les hypothèses concernant l'analyse d'une inflation. Comment se fait l'analyse de l'inflation ? Tout est justement dans la subtilité sur le choix des ingrédients référencés et surtout sur l'honnêteté du référencement. Il suffit donc de minorer l'inflation pour pouvoir conclure que le pouvoir d'achat augmente. Il s'agit donc de prendre en considération un effet qualité. Il consiste à ne pas prendre en considération l'augmentation d'un produit, même si cette augmentation se répercute automatiquement sur le pouvoir d'achat, parce que ce produit serait devenu plus performant que sa précédente référence. Par exemple, l'augmentation du prix d'un manche à balai ne doit pas être pris en considération si le dernier produit est verni alors que le précédent ne l'était pas. Une étude effectuée sur des séries de prix entre 1965 et 2015 révélerait que le pouvoir d'achat des Français serait continuellement en baisse. Il s'agirait là d'une simple différence de qualité n'entrant plus en considération dans le modèle analytique de l'INSEE sur l'inflation du prix du produit. L'INSEE va donc prendre un prix de référence inférieur au prix affiché pour son analyse. Tel serait le tour de passe-passe réalisé par l'INSEE pour pouvoir démontrer qu'il n'y a pas d'inflation en France. L'utilisation de l'effet qualité donne des résultats totalement aberrants aboutissant à démontrer que le prix d'un ordinateur aurait baissé de 12 fois en peu de temps. Ce principe déterminerait qu'un ordinateur à 1 000 € il y a quelques années aurait son prix actuel considéré par l'INSEE de 50 € et c'est ce prix qu'il prend effectivement en référence. Même si le prix des ordinateurs a effectivement baissé, cela ne peut pas être dans les proportions prises en considération par les analyses de l'INSEE. Or, tous les calculs analytiques de l'INSEE sont basés sur ce modèle d'effet qualité pour tous les prix qu'il prend en référence. Par contre, lorsqu'il s'avère que l'effet qualité vérifié est contraire aux estimations de l'INSEE, l'organisme d'analyse n'en tient pas compte. Tel serait donc le mode de calcul de l'indice des prix permettant de démontrer qu'il n'y a pas d'inflation en France et que le pouvoir d'achat des Français est en constante augmentation. Cet imbroglio permet d'expliquer pourquoi les citoyens français ne comprennent pas que leur pouvoir d'achat diminue alors que l'INSEE leur démontre que c'est le cas contraire qu'ils doivent prendre en considération. Cela signifie que toutes les études conceptuelles effectuées à partir des conclusions analytiques de l'INSEE doivent être considérées comme autant de mensonges et de tricheries. Et, en effet, tous les économistes intègrent les conclusions de l'INSEE dans leur modèle permettant de définir les systèmes économiques de l'État français. Tous menteurs, tous tricheurs, tous voleurs, tous corrompus. Il convient donc d'intégrer que les très grosses pertes de pouvoir d'achat sont cantonnées sur les prix du logement, de la nourriture, des moyens de déplacement et de ceux de l'énergie. A contrario, le prix des produits technologiques sont en diminution, leur avantage étant que leur achat peut être différé au contraire des éléments nécessaires à la vie en communauté. Encore à titre d'exemple, l'INSEE conclut que le logement des Français ne représente que 6% de ses dépenses, qui peut le croire, il serait aux alentours de 25 à 30%. Et le passage à l'euro a encore eu un effet multiplicateur sur l'augmentation des prix, constatée d'abord comme perte de référence, puis comme répercussion inflationniste. Le cycle inflationniste actuel est encore accentué par les modèles organisationnels des banques privées consistant à créer toujours plus d'argent. Les Français peuvent être catalogués par catégorie. Une première catégorie minoritaire, qui profite à plein du système économique et qui le défend, ce sont les grosses entreprises, les élus politiques, les journalistes, etc. qui est défendue et mise en avant par les médias. Une seconde catégorie également minoritaire, de naïfs qui vont voter et qui soutiennent le système d'une façon inconditionnelle en relayant le bourrage de crâne bien acquis et qui ne profitent, en réalité, que des « miettes » qui lui sont laissées.
Et puis il y a une troisième catégorie très majoritaire, généralement silencieuse, qui subit le système et qui se considère impuissante à pouvoir changer les choses. Et enfin une quatrième catégorie, lucide sur le fonctionnement du système et de ses institutions, qui pour s'en libérer choisit de s'exiler à l'étranger. Il convient d'ajouter à cette vision et à cette analyse, les citoyens particulièrement arrogants et prétentieux qui inondent les plateaux de télévision en désignant tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue, de complotistes, d'extrémistes, de racistes, d'antisémites, etc. Les vrais détenteurs du pouvoir global de la planète sont donc ceux qui font régner la terreur et qui représentent une menace si bien organisée, si subtile, si vigilante et si persuasive, que pour des décennies encore et peut-être même pour quelques siècles, nul ne sera en mesure d'annuler leur pouvoir. Cette situation se réalise exclusivement à cause de l'ignorance entretenue auprès des 99,9% des citoyens qui ne connaissent pas le fonctionnement économique dans lequel ils ont été enfermés. L'opacité est totale sur le fonctionnement réel des populations dans le système économique, par le truchement des moyens d'information, qui sont en réalité des moyens de désinformation, et qui permet ainsi au système oligarchique de perdurer. Mais pour que les populations puissent continuer à adhérer à leur mise en esclavage, il suffira à cette oligarchie, pour pouvoir ainsi perdurer, de continuer à créer des conflits et l'appauvrissement de toutes les populations. Si la connaissance sur le fonctionnement du modèle économique oligarchique était divulguée à la totalité des populations, le système oligarchique serait en très grand danger, et il le sait. C'est pour toutes ces raisons qu'il n'hésitera pas à créer et à organiser un chaos économique, d'abord en Europe, puis ailleurs dans le monde, pour sauver ses privilèges. Il pourrait aussi installer une collapsologie, c'est-à-dire un effondrement, bancaire d'abord, économique ensuite et enfin de la civilisation humaine. Elle serait déjà en route vers une issue complètement dramatique pour cette société humaine. Certaines communautés se prépareraient à cette éventualité par la mise en place d'une stratégie de survie, d'abord alimentaire puis de défense, et par un mécanisme d'entraide. Leur niveau de survie serait donc lié à leur capacité à savoir s'organiser. Cet effondrement jugé inévitable pourrait-il devenir une opportunité pour les survivants? Vers un monopoly. Pour comprendre le fonctionnement économique actuel de la société humaine, il suffit d'utiliser un jeu de société, appelé-le Monopoly. Il convient tout d'abord de préconiser que 100 personnes se réunissent autour d'une table munie du jeu de Monopoly pour pouvoir en comprendre les mécanismes. Le jeu du Monopoly est doté d'une piste ayant la faculté de définir différents chemins de vie, avec ses chances, ses risques, ses embûches et ses destins. Chacun des concurrents aura les siens spécifiques, qui se détermineront en fonction des propres aléas du jeu, définis par un lancer des dés. Le hasard établira donc ainsi le destin de chacun. Pour pouvoir le faire fonctionner, un des participants devra prendre la banque en charge. Le jeu ne peut commencer qu'après une distribution monétaire d'un montant égalitaire. La finalité de ce jeu consistera alors à ce qu'un seul concurrent, le plus chanceux et aussi le meilleur stratège, de pouvoir remporter la partie, après avoir progressivement éliminé tous ses adversaires. Il aura donc le privilège de s'octroyer la totalité de la masse monétaire, d'abord engagée par la banque, au détriment des concurrents plus malchanceux ou moins vertueux que lui. La même situation se vérifie aussi dans la vraie vie. 1% de la population s'est dorénavant accaparé les 99% du volume monétaire engagé par les banques, et pourtant préalablement prévu pour les échanges des biens et des services entre les individus. Il ne resterait ainsi plus que 1% du volume monétaire global préalable, permettant des échanges de biens et de services entre les 99% de la population. La société humaine ne peut évidemment pas fonctionner dans de telles conditions économiques. Et c'est pourtant sur ce modèle que la société s'est orientée et continue à fonctionner. C'est de cette manière que les plus riches de ce 1% parviennent à s'enrichir toujours davantage, pendant que les plus pauvres se marginalisent progressivement. Tout comme dans le jeu de Monopoly, des parties importantes de la population sont retirées du circuit économique, selon les aléas de leur vie. Est-il possible de modifier une telle situation ?
Certainement, mais avec un autre modèle d'organisation économique. Le collectif économique local autonome permettrait d'établir un modèle différent, mais complémentaire. Il consisterait en la réalisation d'un circuit économique situé en dehors de l'inflation monétaire. Sa règle du jeu, comme au Monopoly, est d'octroyer un apport équitable de départ, dès l'inscription de chacun de ses adhérents. Elle est ensuite établie sur la base d'un taux horaire de coopération. Un apport est donc d'abord octroyé, comme au Monopoly, sur la base d'une personne effectuant 20 heures par semaine pendant 4 semaines par mois, soit 80 heures. Une comparaison horaire indicatrice de valeur peut équivaloir à 50 € de l'heure, comme première base. Rappelons, à titre indicatif, qu'un garagiste facture son heure de travail à partir de 60 €. Après la première dotation, à l'inscription des adhérents, les dotations suivantes se feront au prorata des horaires effectués pendant le mois, avec un maximum de 20 heures par semaine, pour 4 heures par jour sur 5 jours, pendant 4 semaines par mois, au titre de la coopération. Sa comptabilité consiste à simplement enregistrer les dettes de chaque adhérent. C'est beaucoup plus simple et rapide que d'enregistrer des transactions monétaires, illicites, de surcroît. Le plein emploi apparaît désormais comme le symbole d'un passé révolu. Les machines intelligentes, plus fiables et moins coûteuses que les humains, sont en passe de remplacer l'humain, tandis que l'essor des algorithmes contribue à une automatisation croissante du travail. La prochaine cible de cette 4e révolution industrielle sera les cols blancs, qui sont au centre de la classe moyenne. Le revenu de base serait certainement plus avantageux pour l'ensemble de la société humaine. Il permettrait, entre autres perspectives, de repenser la notion du travail et celle de sa justice sociale. Il demeurera utopique et inacceptable dans le niveau actuel de moralité. Il ne pourra exister qu'accompagné d'une démocratie directe par tirage au sort des dirigeants, révocable, et le vote des lois par référendum populaire. Un jeu évocateur. Quel serait donc le but du jeu de Monopoly ? Il enseigne d'abord qu'il est indispensable d'acquérir continuellement des biens et des services, pour pouvoir gagner et montrer ses propres compétences, d'abord liées à des conditions d'opportunité favorables. Il établit le dogme que l'argent et la possession sont les seuls moyens d'établir sa suprématie. La réussite individuelle et collective doit passer par la possession. Il apprend surtout à devenir impitoyable, pour pouvoir asseoir sa suprématie. Il apparaît également indispensable de contourner les règles du jeu, pour pouvoir devenir le meilleur, il faut être absolument impitoyable. Seulement, ce qui apparaît plus évident encore, c'est qu'à la fin de la partie, rien n'appartient à personne. Le jeu retourne dans sa boîte. Il en va de même dans la vie. Absolument rien de tout ce qu'on a convoité et obtenu, consommé ou amassé, ne nous suit, en fin de compte, même pas, notre enveloppe corporelle. Tous les objets de convoitise existaient avant notre arrivée et continueront à exister, après notre départ. La promotion, la propriété, tout ne serait qu'un leurre provisoire. Tout finit par s'évanouir. Si l'on connaît le chemin que nous avons parcouru, nous ignorons quelle est son origine et nous ne savons pas où il se dirige, puisque nous le quittons en route. À l'évidence, quel que soit notre effort pour assouvir notre ambition, il ne sera jamais suffisant. L'ambition, elle, n'a pas de limite. Il est donc essentiel, dès le départ, de savoir ce qui nous importe le plus à concrétiser. Les dirigeants des entreprises jouent continuellement au Monopoly. Plus elles deviennent importantes et plus leurs dirigeants deviennent intransigeants. Ils utilisent les mêmes règles du jeu que celles du Monopoly. Leur identité est devenue la mondialisation financière. Leur parti est simplement une guerre économique des nantis contre les démunis. Ils essaient, par tous les moyens mis à leur disposition, de transgresser les règles, afin qu'ils deviennent toujours plus conquérants. La plupart des dirigeants des autres organisations agissent aussi, de la même façon. Il s'agit pour eux d'un nouveau jeu de Monopoly appelé Monopoly tricheur. Les autres acteurs de la société, s'ils ne sont pas capables d'y mettre des freins,
par cupidité ou par dévoiement, ne pourront qu'observer, sans ne pouvoir jamais intervenir sur les dérives des principaux responsables économiques. L'expansion monétaire joue le même rôle inflationniste. Celui qui est chargé de tenir la banque, dans le jeu du Monopoly, peut établir ses propres règles du jeu. Une guerre économique peut, à partir de décisions bancaires, être mise en œuvre à l'encontre des acteurs économiques. Pour parvenir aux résultats escomptés, des États n'hésitent pas à utiliser des stratégies de guerre à l'encontre d'autres États. Et aussi, la suppression physique de personnes qui tenteraient de leur barrer la route. Ces stratégies sont souvent mises en œuvre lorsqu'il y a un constat de déclin évident, qui est compensé par des attitudes féroces d'hostilité pour la survie. Les crises sont provoquées volontairement. Il s'agit de connaître la mise en place de stratégies et de savoir comment elles sont mises en place. Pourquoi les oligarchies gèrent-elles les situations de cette manière? Les classes dirigeantes établissent une mise en œuvre de la centralisation du pouvoir. Or, si l'on examine leur gestion, des situations qui se présentent, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de perspective logique, à long terme, y compris pour leurs propres intérêts. S'agirait-il alors d'un complot? Serait-il sioniste, maçonnique, ou tout autre? Il y aurait effectivement des conspirations qui peuvent être mises en évidence. Il y a, à l'évidence, des groupes de pression, des lobbies. Il y a aussi, à l'évidence, des intérêts particuliers secrets, dissimulés, agissant dans l'ombre, qui pourraient expliquer ce modèle caractéristique de fonctionnement. Qu'il existe un lobby pro-Israël à travers le monde est une évidence. Que ce lobby agisse, en coordination, même partielle, avec le très haut niveau financier, est également une évidence. La conspiration, autour de l'oligarchie juive, même si elle était avérée, ne pourrait pourtant pas être le facteur explicatif principal. Une autre hypothèse est celle du complot des hyper-riches. Les milieux de la haute finance pourraient effectivement être suspectés. Ils sont bien là, au devant de la scène. Ils savent prendre les décisions, leur permettant d'imposer leur volonté. Il y a ainsi de nombreux réseaux particulièrement influents. Le problème qui se pose alors, c'est que tous ces réseaux apparaissent ne pas pouvoir s'unir pour un complot planétaire, alors qu'ils sont en concurrence, les uns contre les autres. Comment pourraient-ils constituer un groupe, d'une telle homogénéité, alors que leurs centres d'intérêt respectifs sont, apparemment, extrêmement divergents? Au sommet de la pyramide financière se trouve ce qu'on appelle l'hyperclasse. Elle possède la majeure partie des richesses de la planète. Il apparaît alors extravagant que cette oligarchie, dans différents pays, puisse s'accorder ensemble. Les unes utilisent l'industrie, les autres les placements financiers. Leurs intérêts particuliers apparaissent, à l'évidence, divergents. L'homogénéité de ces milieux, qui sont puissants, semble incompatible. En fin de compte, est-il possible de déterminer quelles sont les stratégies de ces groupes dont la logique de manœuvre est d'abord la manipulation? Bien évidemment, leurs actions provoquent les catastrophes économiques que l'on sait. Qui est donc derrière toutes ces manipulations, derrière tous ces mécanismes aberrants? Leur orgueil se nourrit alors de cette ambivalence qu'ils provoquent et entretiennent. Ils s'enorgueillissent notamment de provoquer, volontairement, du désir de consommation chez ceux dont ils savent à l'avance qu'ils se trouvent dans l'incapacité totale de pouvoir accéder aux produits de consommation qui leur sont présentés. Les dégradations des conditions de vie des castes ainsi défavorisées, dans l'organisation humaine, s'accentuent pendant que les richesses des riches continuent à augmenter. La conséquence de cette situation est évidemment une dégradation sociale, totalement injustifiée, pour une société humaine, qui devrait considérer l'humain, égalitairement. Notre système social fonctionne à partir d'une précarité maximale, afin que des profits toujours plus conséquents puissent être continuellement engrangés. Les entreprises multinationales appliquent le dégraissage pour licencier un maximum de travailleurs avec un minimum de coûts. Il apparaît ainsi évident que les entreprises n'ont pas pour objectif de procurer du travail, mais de procurer du profit. Il s'ensuit une réaction en chaîne, des concurrents qui s'ingénient à appliquer immédiatement la même stratégie.
La logique qui découle de cette situation, c'est qu'en fin de compte, ces entreprises multinationales, qui appauvrissent volontairement les populations, n'ont plus de débouchés pour pouvoir vendre leur production. Les personnes qui ont perdu leur emploi ont aussi perdu leur source d'approvisionnement économique et ne peuvent donc plus consommer. Ce système, totalement démentiel, crée, lui-même, sa propre crise. Un tel paradoxe exigerait des explications. Ce système, qui volontairement, ne veut pas d'une redistribution équitable des ressources, met en place des situations de subterfuge qui, provisoirement, vont lui permettre de continuer à prospérer. La conséquence de cette situation est une exportation massive de capitaux monétaires vers les pays détenant d'énormes ressources naturelles afin d'aller les leur piller. Cela crée, bien évidemment, des conflits économiques et des guerres ou guérillas locales. Il s'agit, en fait, d'une stratégie du chaos. Et la contradiction perdure entre une élite locale corrompue par le pouvoir économique qui l'a installée et la misère engendrée par le système. Une pauvreté massive, toujours grandissante, si elle se révoltait serait très sévèrement réprimée. Égard à celui des gouvernants, généralement mis en place par le pouvoir économique, qui refuserait d'obtempérer, en prétextant vouloir faire participer sa population à une nouvelle manne économique en gestation. Les règles du jeu, instaurées par le pouvoir, ne peuvent pas être transgressées. Chacun doit rester à la place qui lui a été octroyée. Aucun pays ne doit pouvoir acquérir une économie autonome, de ce fait, où que ce soit, sur la planète. Et s'il y a la possibilité d'instaurer ou de favoriser un totalitarisme exubérant et fanatique, accompagné par du chantage, cela ne sera que mieux. Diverses stratégies sont ainsi mises en place, pour une domination économique du monde. Toutes les alliances qui seraient contraires à cette stratégie seront, évidemment, violemment combattues. Il s'avère que ce processus est, en fait, un cas de psychopathologie collective qui s'appelle la paraphrénie et qui est une sorte de psychose chronique. Tous les dirigeants économiques ayant établi leur fortune et leurs dictats en sont obligatoirement atteints. Cette pathologie a pour conséquence de déconnecter les décideurs de l'avenir de la société humaine et de toute logique d'approche d'un développement social, des personnes n'appartenant pas à leur tribu. C'est tout simplement l'approche d'une situation d'autodestruction. C'est donc vers cette logique de psychopathologie collective que sembleraient s'acheminer les oligarques qui nous dirigent. Cette situation pourrait avoir pour conséquence une implosion du système économique, lui aussi largement globalisé qui pourrait entraîner l'espèce humaine dans le plus grand dénouement de son histoire. Ce sont les « bobos » qui dirigent la France. Ils seraient des bourgeois high-tech, les financiers, les journalistes, les gouvernants et leurs disciples dont les revenus sont tellement exorbitants, qu'il leur est devenu impossible de comprendre que les autres n'aient pas été capables d'obtenir leur niveau de réussite. Alors ils les méprisent, tous les autres, et en plus ils se permettent de les piller, sans vergogne, le mépris, de tous ces soi-disant intellectuels et de tous ces soi-disant dirigeants, à l'égard de tous les Français qui travaillent et qui veulent élever leur famille, au moins dans la dignité, et leur arrogance est devenue tellement insupportable depuis le règne Giscard. Non seulement, les Français ont une vie difficile, mais on en rajoute en leur disant que c'est de leur faute, parce qu'ils sont trop bêtes, au minimum cela devrait finir par les agacer, non. Notre société se serait scindée en 3 groupes, le premier groupe appartient aux grands gagnants de la mondialisation, ce sont les fameux bobos qui excluent tous les autres de leur univers, ils sont entre eux, dans leur caste. Ils ne veulent ni voir, ni savoir. Autour de tous ces beaux bobos, gravitent leurs serviteurs, qui sont les fameux travailleurs immigrés dont ils vantent tant les mérites et qu'ils font rentrer en masse, c'est à ce niveau que sont attribuées toutes les subventions gracieusement accordées. Et enfin, en 3e rideau, vivent les autres, tous ces Français qui vivent souvent misérablement, on leur supprime les écoles, les hôpitaux, les transports en commun, etc. Mais, ce sont eux qui financent les pouvoirs publics, enfin, ce qu'il en reste. Les bobos ne vont pas se voter des impôts, ça se saurait, alors c'est sur cette 3e tranche, de ces Français défavorisés et méprisés, qu'ils sont implémentés. En aparté.
Il y aurait atteint le grade de « vénérable maître » d'une loge du droit humain, émanation du « Grand Orion » avec le 18e degré de hiérarchie. Un converti explique les fonctionnements du « temple » avec ses traditions, ses codes secrets, ses symboles, ses initiations et ses cérémonies. Chaque « atelier » ne contient que 40 initiés, par essaimage successif. La définition de cette secte économico-religieuse se présenterait comme un groupe philosophique et un groupe de pensée. Le parrainage d'un futur adepte serait un long processus d'enquête préliminaire, très fourni. Des rituels d'admission seraient ensuite organisés. Son influence sur le fonctionnement social des populations y serait particulièrement importante. Des débats y seraient organisés pour définir les prochains choix de l'organisation sociale. Les synthèses des décisions prises seraient transmises aux gouvernements et au président de la République. Tous les élus seraient tous tenus d'appliquer les points de vue de ces notables. Il y aurait aussi une fraternelle parlementaire. Il serait, à l'évidence, extrêmement difficile de pouvoir faire de la politique sans l'appartenance à une loge. Mais, d'autres décisionnaires peuvent ne pas appartenir à la fraternelle, pour l'adoption de lois sociétales. Chapitre 5. Des stratégies de jeux économiques. Dans le jeu du Monopoly, la banque est tenue arbitrairement par un des joueurs. Il a le droit d'établir ses propres règles de distribution de l'argent dont il dispose ou qu'il peut créer. Dans l'organisation de la société humaine, chaque État établit ses règles de distribution de sa propre monnaie, par les banques chargées de la créer. Plus encore que dans le jeu de Monopoly, qui rappelons-le a été créé pour mieux faire comprendre les modèles de fonctionnement d'une organisation sociale capitalisée, les États possèdent généralement un système bancaire particulièrement opaque. Lorsque la stratégie bancaire n'est pas visible, les règles sociales sont complètement faussées. Il n'est plus possible de comprendre comment la société humaine fonctionne. Le rôle de la banque, dans le jeu de Monopoly, qui est le reflet du fonctionnement économique et aussi des aléas de la vie pour chaque participant, est d'attribuer des prêts aux différents acteurs sociaux afin d'organiser un bon fonctionnement social, où, en finalité, il ne restera plus qu'un seul joueur. Si le fonctionnement de la banque est caché, plus personne, à part le banquier, n'est en mesure de connaître qui sont et où sont les acteurs sociaux. C'est évidemment la porte ouverte à tous les abus, facilement identifiables par ailleurs, comme dans le jeu, mais il ne s'agit plus de jouer. Pendant que quelques-uns s'enrichissent, et c'est bien sûr au détriment des autres acteurs sociaux qui ne peuvent même plus subvenir à leurs propres besoins ni même à se nourrir dignement. Un seul protagoniste s'accapare la totalité de la masse monétaire censée être mise à la disposition de l'ensemble des acteurs sociaux. Comme dans le jeu du Monopoly, le bon fonctionnement du système économique s'arrête, faute de participants. Le crédit productif public doit être assuré par une gestion collective. Pourquoi ? À cause d'une économie dégradée par l'absence de volonté politique de soutenir l'économie réelle. En raison du soutien aveugle de l'économie financière, au seul profit des élites, en leur permettant de détruire le travail et les monnaies. Par la difficulté de soutenir des projets économiques respectant l'humain et voulant donner un avenir pour les générations futures. Par la difficulté de crédibiliser les idées nouvelles à cause de l'interdépendance à l'euro et par conséquence indirecte au dollar, par exemple en Europe. À cause du peu de gens qui veulent s'engager de peur de perdre ce qu'il reste de leurs économies. Par la difficulté sociale qui contraint à des obligations financières et à la notion de possession et qui donne un pouvoir illusoire. Par la difficulté à la résistance de pouvoir s'organiser par manque de moyens monétaires. Comment ? Par une gestion au principe de la banque des pauvres, avec un compte bancaire qui serait une vraie propriété privée avec des frais très limités, où l'humain serait prioritaire. Par des crédits où il y aurait des taux d'intérêt limités au fonctionnement de la banque. Pour que chaque client ait à l'ouverture d'un compte d'épargne sociale dans la banque. Pour les professionnels, la création de commissions pour la demande de financement avec la présentation de projets. Où des règles devront tenir compte des critères définis en fonction des métiers et des besoins.
pour la création de moyens permettant de relancer l'économie sans avoir la gangrène de l'économie actuelle. Par un outil pédagogique afin de faire comprendre le principe économique monétaire. Par une méthode permettant de coordonner tous les systèmes d'échange sous forme de base de données des réseaux sociaux. Chaque compte bancaire ouvert donnerait un compte en monnaie intermédiaire. Par la création d'une monnaie intermédiaire et indépendante. Créer un site pour la banque et former une équipe de gestionnaires, de comptables, de conseillers juridiques, de secrétaires, de créateurs de monnaie, de gestionnaires des monnaies locales, et de toutes les compétences nécessaires. La création d'une monnaie complémentaire locale. Les monnaies locales sont également appelées monnaies complémentaires. Elles prennent de nombreuses formes, aussi bien matérielles que virtuelles. Face à la désertification des petits commerces, à la délocalisation, au chômage, ou encore à la perte de liens sociaux, la monnaie peut être un moyen de se réapproprier l'économie et de la rendre plus humaine. En effet, la monnaie locale permet de construire et de préserver l'intégrité d'un territoire et de s'ouvrir aux autres en échangeant ses acquis sans se mettre en danger. Le but n'est pas de concurrencer la monnaie nationale, mais de créer une monnaie complémentaire qui puisse pallier les déficiences du système monétaire actuel devenu incontrôlable, en ces temps de crise économique. Comment l'organiser? 1. Constituer le noyau des fondateurs, en veillant à avoir dans le groupe au moins un professionnel dans un secteur d'activité répondant à des besoins courants, afin de pouvoir offrir dès le départ un lieu où le paiement en monnaie locale est accepté. 2. Rédiger la charte, elle précise le but et l'esprit du réseau. Elle doit être simple et courte pour être facilement mémorisée. Créer une plaquette d'information simple et conviviale. 3. Définir le cadre légal, la monnaie doit circuler entre des acteurs socio-économiques qui sont prêts à incarner les valeurs et les objectifs de la charte. Ils doivent donc être adhérents d'un groupe identifiable. Les membres du collectif sont a priori les cadres les mieux adaptés. Toutes les monnaies locales sont adossées à la monnaie nationale. Une unité de monnaie complémentaire vaut 1 euro. Elle est légale si elle est en conformité avec l'article L521-2 du Code monétaire et financier, qu'elle est confinée à un territoire restreint et ne concerne qu'un éventail réduit de biens et de services. La monnaie complémentaire doit avoir une dimension sociale et solidaire servant à financer des projets sociaux. La monnaie locale permet de payer des transactions entre particuliers et entreprises et entre entreprises. Elle doit favoriser la prospérité économique locale. Elle n'est pas conçue pour concurrencer ou remplacer la monnaie nationale. Il s'agit d'une unité de compte de réseau, UCR. Ces systèmes sont tout à fait officiels et légaux. Le chiffre d'affaires réalisé en UCR est déclaré en comptabilité comme s'il s'agissait d'un règlement effectué avec une devise étrangère. La fiscalité du pays peut donc s'exercer normalement. La limite de cela est qu'une entreprise ne peut réaliser qu'une partie minoritaire de son chiffre d'affaires en UCR, faute de quoi elle ne pourrait plus faire face au paiement des taxes, salaires et charges sociales et frais généraux. Les systèmes d'échange locaux, CEL, ne concernent que les particuliers. Les participants échangent des biens et des services, dans une unité de compte qu'il n'est pas nécessaire de posséder a priori. C'est la réalisation de l'échange qui crée la monnaie. La vraie richesse est dans le bien ou le service et dans la qualité de la relation. C'est un argent dont la provenance est basée sur l'égalitarisme de l'offreur et du demandeur, il décourage l'accumulation et encourage la coopération parmi ses usagers. Cette monnaie n'est qu'un outil d'échange qui permet d'éviter les contraintes liées au troc, il n'a ni valeur d'épargne ni valeur spéculative. Le compte de l'offreur est crédité du montant qui aura été convenu, la même somme sera débitée du compte du receveur. Préalablement, bien sûr, le groupe aura défini ce que représente l'unité, par rapport à la monnaie nationale par exemple, ou pouvant être convertie en une unité de temps. Un inventaire des offres disponibles est établi au sein de la communauté pour permettre aux membres de savoir qui fait quoi et qui offre quoi. Les échanges se font de gré à gré, les comptes y sont centralisés.
Des expériences fondamentales ont donné naissance à un vaste mouvement de monnaie complémentaire de par le monde, estimé à plus de 5000 expériences en cours, de nature très variée, qui s'adressent à la société dans toutes ses composantes, particuliers, entreprises et collectivités locales. Dans la grande majorité des cas, elles visent à réintroduire dans l'économie du sens, des valeurs sociales et écologiques. La communauté qui décide de la mettre en circulation crée purement et simplement son unité de compte sans rapport avec ou sans convertibilité possible avec la monnaie nationale. On se trouve alors dans un cas de figure inverse à celui qui préside dans nos sociétés. En effet, contrairement au système économique dominant, il n'est pas nécessaire de posséder la monnaie pour accéder à un bien ou à un service. Cela ouvre naturellement de vastes horizons, mais on bute rapidement sur une question majeure, que représente cette monnaie? Le commerçant qui va la recevoir en paiement est-il satisfait? S'il est au cœur d'un vaste réseau qui lui permet de régler ses propres dépenses avec la monnaie complémentaire locale qu'il a encaissée, oui. Cela implique la réalisation d'un réseau assez vaste et diversifié en productions essentielles pour permettre une circulation fluide de la monnaie, dans la confiance, tout en vérifiant que c'est compatible avec la réglementation nationale sur la monnaie afin de s'engager en toute connaissance de cause. C'est ce cas de figure le plus courant en Europe. Pourquoi est-il courant ? Outre l'aspect réglementaire, choisir cette option ouvre la possibilité de démarrer l'expérience avec un réseau restreint, car les quelques prestataires professionnels ont alors la sécurité de pouvoir reconvertir la monnaie locale en monnaie nationale. Principe général de fonctionnement. Tous les membres, personnes individuelles et prestataires professionnels se réunissent au sein d'un réseau identifié en officialisant leur adhésion. En signant la charte qui exprime les valeurs et objectifs du réseau, par cet acte chaque membre se dit solidaire de ses valeurs et objectifs. En faisant signer une convention de partenariat aux prestataires professionnels, dès lors que la finalité du projet revêt des valeurs sociales écologiques et éthiques qui proposent de poser des actes devant incarner progressivement ces valeurs, il est souhaitable qu'un tel document existe afin de rendre plus claire la contribution des entreprises à cet objectif commun. Les particuliers membres règlent leurs achats effectués dans les commerces et entreprises du réseau au moyen de bons d'échange en monnaie complémentaire locale. La masse de monnaie complémentaire locale en circulation est donc équivalente à la masse de monnaie nationale collectée. Plus tard, au fur et à mesure que le réseau grandit en nombre et en diversité, la monnaie locale tournera nécessairement mieux. Il a été constaté que la demande de reconversion en monnaie nationale de la part des professionnels diminue. Elle représente la possibilité de pouvoir offrir une amélioration durable du pouvoir d'achat des plus démunis, et celui de pouvoir mieux contribuer au soutien de projets locaux. Dans ce système, chaque entreprise reste libre de sa politique commerciale et décide de ce qu'elle rend disponible aux échanges à l'aide de la monnaie complémentaire. Elle peut reconvertir ses encaissements en monnaie nationale. Cette faculté est réservée uniquement aux entreprises. Les entreprises affiliées rendent visible leur contribution au réseau par un panneau indiquant qu'elles acceptent la monnaie complémentaire locale. Au départ, le plus simple est de lancer l'opération avec un seul moyen de paiement, la monnaie complémentaire, par le porte-monnaie électronique, en ce qui concerne les petits paiements, par des paiements informatisés pour les échanges entre les entreprises. Il est à noter que les factures et les tickets de caisse s'établissent exclusivement en euros. C'est le paiement qui se fait en tout ou partie en monnaie complémentaire locale. Toutes les écritures comptables des entreprises sont passées en monnaie nationale. L'équivalent monnaie nationale et monnaie complémentaire est donc primordial. Les règlements en monnaie locale entre entreprises affiliées ne résultent ni d'une obligation, ni d'une décision unilatérale, mais d'une entente négociée soit sur un volume ou une durée, soit au coup par coup. Rappelons que le système pour être légal suppose que le chiffre d'affaires réalisé en monnaie complémentaire locale soit inclus dans les comptes de l'entreprise en monnaie nationale. Dans une étape ultérieure, lorsque le réseau se sera élargi, il conviendra de regarder comment faire évoluer les moyens de paiement et la gestion pour faciliter les échanges à tous les participants. Vers une chronologie. 1. Constituer le noyau des fondateurs.
À l'origine est la volonté d'une ou plusieurs personnes, d'une ou plusieurs entreprises. Une poignée de personnes suffit, ce n'est pas le nombre qui compte, mais la motivation. 2. Définir les règles. Une fois le noyau constitué, clarifier comment on va fonctionner ensemble. La propension naturelle nous pousse à nous réunir et nous lancer dans l'action, uniquement mobilisés par l'objectif de mettre en circulation une monnaie complémentaire. Si le groupe fondateur est essentiel, car c'est lui qui va définir la vision, la mission et le fonctionnement du système, comment envisage-t-il l'avenir au fur et à mesure que se développera le réseau? Est-il celui qui restera au gouvernail? Ne formera-t-il qu'un des collèges qui plus tard animeront le réseau? Quant au lancement de l'opération, elle nécessite un assez grand nombre de réunions. L'expérience a révélé que les réunions dans toutes les organisations humaines représentent un grand défi. Au lieu d'être le tremplin qu'elles devraient être, elles deviennent trop souvent un frein, devenant ennuyeuses et démotivantes quand elles ne sombrent pas dans la caricature des jeux de pouvoir. Il est essentiel de se mettre d'accord sur la façon dont les réunions doivent se tenir. 3. Définir le processus de prise de décision. Il convient vivement d'adopter un processus sociocratique, où les décisions sont l'aboutissement d'échanges conduisant au consentement de l'ensemble des participants par une levée progressive des objections. Il implique d'accepter a priori de sortir de la logique du pouvoir pyramidal. Il demande à chacun ouverture et souplesse, car tout le monde a exactement le même pouvoir. L'objectif est d'aboutir à une solution admise par tous où chacun se sente respecté. Tant que ce point de rencontre n'a pas été trouvé, c'est le signe que les membres du groupe sont accrochés à des croyances et convictions qui les empêchent encore de voir la question avec un autre regard. Chacun doit donc pouvoir envisager de modifier sa position jusqu'à trouver ce point de rencontre. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de se résoudre à des compromis, mais au contraire à enrichir la proposition de base grâce aux objections qui sont faites et dont il est tenu compte. Chacun se trouve ainsi écouté, reconnu, et la décision finale devient efficace parce que chacun peut la faire sienne. 4. Définir la finalité du projet. Une monnaie complémentaire locale, oui, mais pourquoi? Quelles sont les valeurs, quels sont les objectifs à atteindre, qu'une monnaie complémentaire peut soutenir? C'est le modèle de développement et le paradigme sous-jacent, plus que la monnaie elle-même qui compte. Dans les expériences précédentes, les groupes fondateurs ont passé un long moment à définir la vision et la mission portée par cette monnaie. À vouloir brûler les étapes, pressés de voir l'expérience aboutir, le risque est grand de retrouver dans notre microcosme les travers dont nous voulons nous affranchir dans notre macrocosme. L'aboutissement de l'expérience se limite-t-il à la satisfaction de pouvoir faire ses courses avec une autre monnaie? Ou celle de voir au fil du temps s'incarner une meilleure qualité de vie au sein de la communauté interreliée avec les autres? Voilà le moment privilégié pour rêver l'utopie et imaginer comment cette monnaie peut aider son incarnation. C'est cela qui restera vivant, c'est cela qui sera l'âme de cette monnaie. La réflexion conduite doit aboutir à définir précisément la forme d'expérience monétaire qui doit être mise en service. 5. Rédiger la charte. La charte est la mémoire des deux étapes précédentes. Elle résume la raison d'être de l'action. Elle doit être simple et courte pour être facilement mémorisable, faute de quoi, aussi inspirante qu'elle soit, elle est oubliée et ne représente plus le fil conducteur de l'action. Elle fixe donc le cap, donne le sens, c'est le point de référence à partir duquel les difficultés de parcours pourront être examinées afin que l'expérience ne se perde pas dans les aléas de fonctionnement. En outre, c'est la signature de cette charte qui validera l'adhésion de la personne ou du prestataire professionnel. 6. Prendre conscience du cadre légal. Selon l'endroit où l'on se trouve, il n'est pas inutile de savoir comment l'expérience peut s'intégrer au paysage sans risquer d'être abandonnée pour cause d'illégalité, à moins bien sûr d'en faire une action délibérée de désobéissance civile. Dans tous les cas, mieux vaut savoir où on pose les pieds et prendre en considération que ce que l'on décide de faire peut avoir des conséquences sur l'ensemble du mouvement.
En général, les promoteurs se sont mis en rapport avec les autorités monétaires de leur pays pour avoir confirmation de la légalité de leur action. En France, lors de la mise en place d'une monnaie complémentaire, il convient de rencontrer le trésorier payeur général et le directeur de la Banque de France. Les monnaies complémentaires locales, MCL, sont légales à condition qu'elles circulent à l'intérieur d'un réseau identifié et limité. Le Code monétaire et financier prévoit en effet en son article L 521.3, article L 314.1, que, par exception à l'interdiction de l'article L 521A2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Si ces articles sont respectés, le directeur de la Banque de France souligne qu'il est alors inutile de demander une autorisation officielle. Ce point est intéressant, car avec l'accord de la Banque de France, les trésoriers payeurs généraux devraient donc accepter de recevoir des unités de monnaie locale pour les transports en commun, piscines, théâtres, etc. Cela devrait inciter les municipalités à entrer dans le jeu. Reste la question de savoir si elles doivent nécessairement avoir leur contrepartie en euros. Elle ne doit avoir pour seul résultat qu'une action purement citoyenne. 7. Quelle existence juridique donner au réseau? Où que l'on se trouve, cette question doit se poser. Souhaite-t-on un réseau informel ou identifié? Et dans ce dernier cas, quelle forme juridique souhaite-t-on lui donner? En France et dans la zone euro, comme la légalité prévoit que ce moyen de paiement spécifique doit circuler au sein d'une structure identifiée, alors reste à choisir la forme, collectif. Définir les statuts, l'objet cohérent avec la charte, les règles de fonctionnement, accomplir les démarches administratives appropriées pour enregistrer la structure choisie et ainsi définie. Si le choix se porte sur un collectif à but non lucratif, pensez à la constituer de façon à ce que son utilité générale soit reconnue. Il est souhaitable que chaque membre du réseau reçoive une carte d'adhésion portant sa photo et sa référence. Cela facilitera l'identification des membres lors des échanges commerciaux et évitera d'être exposé à des poursuites légales. 8. Point particulier. Comment acquiert-on de la monnaie locale? Conditions de couverture et auprès de qui? Mise en perspective avec le développement à prévoir au fil du temps. Convertibilité. Qui peut reconvertir la monnaie locale en monnaie nationale? Conditions de reconversion en monnaie nationale, auprès de qui? Avec ou sans contribution financière. Mise en perspective avec le développement à prévoir au fil du temps. Gestion de la monnaie. Désignation et création de l'organe d'émission et de gestion de la monnaie locale, ce peut être le collectif lui-même, une agence bancaire locale qui accepte de jouer le jeu, une entreprise de service. Quelle que soit l'option retenue, il faut veiller à une totale transparence des opérations. Le climat de confiance est essentiel. Tout doit pouvoir être justifié sur simple demande. 9. Les critères d'affiliation des prestataires professionnels et les conventions. Accepte-t-on tout le monde sans distinction? Au contraire, est-on très sélectif afin de n'accueillir que les prestataires qui correspondent aux valeurs de la charte? Propose-t-on aux participants de s'inscrire dans une dynamique d'évolution? Libre à chacun de décider bien sûr, mais il convient de se déterminer en conscience. S'il y a dans la démarche un désir d'amélioration de la qualité de vie, est-il cohérent d'ouvrir le réseau sans exigence? De l'autre côté, fermer le réseau pour sauvegarder la pureté de l'intention ne risque-t-il pas de condamner l'expérience à l'ombre d'elle-même? Ces questions ne peuvent trouver de réponse qu'en fonction de la nature et de l'intention portée par le projet. Si nous nous fions aux actions en cours ou en préparation, elles s'inscrivent toutes dans un élan d'évolution qualitative. Mais le courant des monnaies complémentaires ne se veut pas un club élitiste, il se veut être un tremplin de transformation de la société.
Aussi l'attitude prédominante consiste-t-elle à veiller à ce que les entreprises candidates soient en accord avec la finalité de l'action et précisent leur ferme intention de poser des actes pour tendre pas à pas vers cette finalité. Avoir établi au préalable une liste claire des critères requis pour entrer dans le système est un atout pour tous. Plus besoin de passer du temps à s'interroger sur la pertinence d'accueil. Plus besoin de vivre la délicate mission consistant à refuser une demande d'adhésion. À la simple lecture des critères requis, le prestataire évalue lui-même s'il y a adéquation entre la finalité du projet et ce qu'il vise lui-même. 10. Créer une plaquette. Tract d'information simple et convivial pour permettre une compréhension facile du projet, à distribuer lors des opérations d'information pour faire connaître le réseau et le développer. Dans tous les cas, nous vous conseillons d'étendre le réseau par le phénomène dit du bouche à oreille. C'est chaque membre qui, mieux que quiconque, a la capacité de sensibiliser son entourage. Toutefois, et chaque fois que vous le jugerez opportun, n'hésitez pas à organiser des rencontres avec la population locale pour présenter l'expérience autour d'une conférence. La mise en place d'un site web sera très opportune. Contactez la presse et la télévision régionale lorsque vous organisez une rencontre publique. 11. Comment faire vivre les valeurs de la charte ? Il est courant qu'au fil du temps, la forme l'emporte sur le fond, le comment sur le pourquoi. C'est la dérive qui menace tout système. Aussi faut-il être vigilant à ne pas perdre de vue ce qui représente l'énergie vivante de l'expérience, ce qui est exprimé dans la charte. Que faire pour cela ? 12. Accompagner les prestataires. Sans doute ont-ils signé une convention et ont-ils exprimé leur désir de tendre toujours plus vers la finalité éthique du réseau. Mais le quotidien et ses contraintes sont là. Il n'est certes pas question de se livrer à un contrôle sanctionnant, il est question d'être présent pour vérifier comment le prestataire vit l'expérience, ce dont il aurait besoin, ses difficultés, ses réussites, ses avancées. Une présence amicale qui par sa seule existence est un rappel à l'essentiel. Facile à dire, mais pas évident à mettre en place, car cela demande des personnes sur le terrain. Peut-on en faire l'économie ? Nous en doutons, car n'oublions pas que c'est la relation humaine qui, avant toute autre chose, préside à la réussite ou à l'échec d'une action. 13. Valoriser le chemin plus que le résultat. Notre culture occidentale nous a habitués à célébrer le résultat, mais pas ce qui y a conduit. Nous sommes ici dans une expérience. Qui dit expérience dit tâtonnement, errance, échec. Échec ? Peut-être peut-on considérer les choses comme telles si l'expérience patine, s'arrête. Mais, même en cas d'abandon, qu'aura-t-on appris ? Et pourquoi ne pas célébrer cela ? En général, nous constatons que toute difficulté au sein du groupe d'animation ou au sein du réseau dans son ensemble est a priori considérée comme un problème, un obstacle dans le bon développement de l'opération. Une clé de succès consiste à se réjouir des difficultés, sans masochisme toutefois et sans les rechercher, car loin d'être des obstacles, elles sont la seule marque d'une limite, d'une incohérence, d'une aptitude que nous n'avons pas encore développée, soit individuellement soit en groupe. Nous sommes désolés de voir parfois des groupes exploser parce que les relations deviennent trop tendues. Si notre nature profonde aspire à l'harmonie, notre culture une fois encore, associe l'harmonie au fait d'être tous d'accord. Quel piège destructeur! Dans nos milieux souvent sensibles à l'écologie, réclamant la sauvegarde de la biodiversité, comment pouvons-nous croire qu'un avenir heureux repose sur la capacité à penser tous la même chose ? S'il y a bien une attitude à cultiver au cœur de nos expériences, c'est à apprendre à nous enrichir de nos difficultés et de nos différences. N'est-ce pas le défi le plus important que l'on ait à relever en ce siècle ? En effet, une différence devient un obstacle et une cause de rupture si chacun reste campé sur ses positions, croyant fermement avoir raison. Mais si nous acceptons de considérer que toute difficulté n'a d'autre source que nos propres limites et notre incapacité à voir les choses autrement, à nous ouvrir, alors acceptera-t-on d'aller visiter cette limite et s'offrira-t-on le choix de pouvoir la dissoudre plus facilement. Quelle extraordinaire opportunité qui se présente là!
N'y aurait-il pas manque de démocratie dans nos sociétés qui pourtant s'en réclament? La démocratie réside dans tout engagement à développer cette attitude. Il est prépondérant de savoir la construire au sein de ce microcosme choisi. 14. Participer à la mutualisation. Il est réjouissant de constater que les acteurs de monnaie complémentaires, tant au niveau national qu'international, se relient et partagent le fruit de leurs expériences, mutualisent leurs connaissances et leurs moyens. Pouvoir bénéficier des apprentissages et acquis de ceux qui ont précédé est précieux et humainement régénérant. Chacun n'a autant à donner qu'à recevoir des autres. Toutefois, il appartient à chacun de se prendre en charge. Notre culture et le capitalisme qui en est l'une des expressions valorisent la compétition et l'individualisme. Nous en touchons les limites. Mais dans un monde où chacun est focalisé du matin au soir sur ses propres affaires, aiguillonné par la nécessité de gagner sa vie dans un environnement de plus en plus rapide, concurrentiel et élitiste, il est bien difficile d'incarner ces valeurs, tant par la force du conditionnement culturel que par le manque de temps et le risque de se fragiliser. Le principe est de faire se rencontrer les membres autour d'actions concrètes destinées à progresser. Exemple de charte. L'ambition. Nous organiser pour initier une évolution de l'économie afin qu'elle réponde aux besoins de tous les êtres humains dans un rapport harmonieux avec leur environnement et apprendre à coopérer pour que s'épanouisse la vie. Pour cela nous veillons à utiliser la monnaie complémentaire comme un outil de mesure et d'échange économique pour fluidifier les échanges dans un esprit d'équité et d'entraide entre citoyens et entreprises. Développer collectivement des réflexions et actions visant à adopter des comportements économiques de production et de consommation plus cohérents, afin de maintenir et restaurer les équilibres naturels de la Terre et sauver l'évolution de la vie. Reconnaître que la seule vraie richesse nous est offerte gratuitement par la planète Terre, et que c'est celle-là que l'activité humaine doit valoriser, la monnaie n'étant qu'un outil collectif dont le but est d'assurer une répartition équitable de cette richesse à chaque humain. Envisager le bien-être individuel comme indissociable du bien-être collectif. Contribuer individuellement et collectivement à la construction de ce nouveau paradigme au travers des réflexions et actions menées dans le réseau et par l'esprit d'ouverture et de coopération que chacun s'efforcera de développer. Chaque personne physique ou morale adhérant au réseau agit de son mieux pour tendre vers cette ambition. Il s'agit d'apprendre à exprimer une facette humaine plus responsable et affinée en dépassant les peurs et les croyances qui nous poussent à lutter les uns contre les autres. Une organisation morale de la société humaine doit aussi passer par une meilleure organisation de son système économique. Devenez référent de quartier, rôle et implication. Les référents sont des citoyens fortement impliqués dans la vie de leur quartier, à partir de 18 ans. Ils s'engagent, dans le cadre d'une mission volontaire et bénévole, à œuvrer pour et dans l'intérêt général de la ville, du quartier et de ses habitants. Ils font acte de candidature à titre individuel. Vous constituerez un lien privilégié entre la population et la municipalité. Vous transmettrez à la collectivité les remarques, interrogations et suggestions émises par les habitants de votre quartier. Votre rôle essentiel de référent tiendra dans la collecte de l'information pour la transmettre aux élus ou aux services. Vous serez consulté en priorité pour les actions menées par la municipalité dans votre quartier. Vous vous engagez à un devoir de confidentialité sur les échanges que vous pouvez avoir dans votre fonction de référent avec les résidents de votre quartier, ainsi qu'avec les élus ou les employés de la commune. La municipalité s'engage à réunir les référents de quartier au moins une fois par an pour élaborer un bilan de leurs actions. La qualité de référent de quartier n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat électoral. Les référents sont en place pour 1 an, renouvelables par tacite reconduction pour la durée du mandat de la municipalité. Vous ne serez pas des substituts des forces de l'ordre, des élus ou des employés municipaux, ni des médiateurs en charge de résoudre les conflits de voisinage ou familiaux. Vous serez joignable par les administrés. Par mail, adresse mail fournie par la mairie. À votre domicile, à des horaires que vous préciserez. Vous serez référent d'un ensemble de rues ou de hameaux au sein de votre quartier. Vers un Monopoly plus radical.
Alors qu'ils s'étaient toujours montrés très discrets dans le déroulé de leurs affaires, les riches seraient soudainement devenus très expansifs. Ils achèteraient tout ce qui se vend dans l'immobilier, et de préférence à l'étranger. Aurait-il eu connaissance de prévisions néfastes pour les monnaies, notamment celles de l'Europe? Saurait-il que l'euro n'aurait plus que quelques années d'existence, et peut-être moins? Un prochain effondrement bancaire autoriserait les banques à d'abord bloquer les comptes de leurs clients puis de s'en emparer, une loi européenne les y autorisant. Mais il n'y a pas que cette situation. Les périodes de crise permettent aux gros investisseurs d'accroître leur avoir en rachetant tout ce qui est mis en vente. C'est comme cela qu'ils réalisent leurs immenses fortunes. À titre d'exemple, les petits exploitants du gaz de schiste, au Canada et aux États-Unis, ont tous été rachetés par les grosses compagnies pétrolières, qui avaient elles-mêmes provoqué la baisse du prix du pétrole, avec le projet de couler toutes les petites entreprises d'extraction, et pour pouvoir ensuite provoquer la remontée des cours à leur profit. Le Fonds monétaire international aurait annoncé une crise économique prochaine et colossale. Des bulles seraient prêtes à éclater, qu'elles soient boursières, ou obligataires, ou des actifs financiers, ou encore hypothécaires ou celles des prêts aux entreprises, ou bien de l'immobilier. Aux États-Unis la bulle des cartes de crédit, celle des prêts aux étudiants ou celle des prêts à l'achat des voitures, ou encore de la dette fédérale ou aussi celle des crédits aux ménages pourrait provoquer un effondrement en cascade. Les dettes souveraines engendrent des bulles sur toute la planète. Chaque bulle qui éclate provoque un crash, suivi d'une crise systémique et d'une récession économique, avec un autre chômage de masse, des impôts supplémentaires, etc. 2008 avait montré quelles étaient les conséquences d'une petite crise, celle des subprimes, créée par la mise en faillite d'une banque américaine et de la faillite en cascade des acquéreurs américains de leurs maisons. Actuellement, chaque banque européenne moyenne détient 50 milliards de fonds propres, c'est son capital, 1500 milliards d'actifs, c'est ce qu'elle gère, et 30 000 milliards de hors bilan, qui comprendrait 3 000 milliards de risques, et cela pour chacune des 20 principales banques européennes. La Deutsche Bank allemande représenterait, à elle seule, le plus gros danger systémique, selon le FMI. À titre d'exemple, la banque Lehman Brothers, en 2008, a été mise en faillite à cause de 146 milliards de dollars de produits dérivés, pourris, les subprimes. Or la Deutsche Bank allemande posséderait actuellement 39 000 milliards de dollars de ces produits dérivés pourris, selon un rapport financier de 2017. Le budget annuel de l'Allemagne représente 320 milliards d'euros. En France, la Banque nationale de Paris posséderait 30 milliards d'euros de produits dits à risque. La Société Générale en aurait 16 922 milliards d'euros. Le Crédit Agricole en compterait 14 325 milliards, pour un total, avec d'autres établissements bancaires, de 60 000 milliards d'euros. Cela signifie que les 3/4 des banques françaises sont en faillite virtuelle. L'Italie aurait des créances moins importantes, mais elles seraient complètement pourries. 3 banques italiennes ont été déclarées en faillite en 2017 pour un montant total de 23 milliards d'euros. La théorie des positivistes explique que la France possède un fonds de garantie de 3 milliards d'euros. En fait, aucun pays ne sera en capacité de rembourser, ce qui est désormais devenu une chaîne pyramidale de Ponzi, officiellement organisée, non pas par des escrocs comme Madoff et consorts, mais par les banksters privés officiels. Les États ne seront jamais en capacité de rembourser leurs dettes publiques colossales. Encore un exemple, la chaîne de Ponzi de Madoff représentait 18 milliards de dollars, pendant que le gouvernement américain en représenterait 22 000 milliards. Selon ces notions mathématiques, tout devrait prochainement s'effondrer. Aussi, un plan secret serait à l'étude, par l'organisation secrète de la caste dirigeante du système économique, pour la remise à zéro, à une échelle planétaire, du système monétaire et financier. Il consisterait à annuler les dettes des États souverains, dont la dette globale s'élèverait à 237 000 milliards de dollars. Cette dette serait devenue tellement colossale qu'elle n'aurait plus aucun sens logique de perdurer.
Actuellement, ce ne sont que les intérêts de la dette qui sont remboursés, pas la dette elle-même. Mais, il convient de comprendre que ce sont les banques privées qui approvisionnent les États endettés. Et, lorsque les États auront décidé d'annuler leurs dettes d'un commun accord, les banques privées se retrouveront toutes en faillite. Leur recours sera donc de se servir sur les comptes de leurs clients, ainsi que cela a été prévu par l'Organisation de la Communauté européenne, à l'inverse de la précédente crise où les États européens avaient remboursé toutes les banques, devenues en situation financière critique par l'éclatement de la bulle des subprimes. Cependant, qu'est-ce qui permettrait de croire que ce scénario serait véritablement envisagé par l'oligarchie dirigeante ? Il y a 4 ans, la présidente du FMI affirmait, devant un comité restreint, et aussi à Davos qui est le forum des principaux dirigeants économiques et politiques, mais également dans d'autres circonstances, que le « recette économique », une réinitialisation du système, devrait être mis en œuvre prochainement. Ce terme, particulièrement bien choisi, signifie une remise à plat de tout le modèle économico-social. Cependant, un tel plan ne peut pas se réaliser sans un prétexte partagé par les populations. Autrement dit, il convient d'attendre qu'une sédition éclate, pour pouvoir déclencher le plan. Ce plan consistera d'abord à inquiéter les populations, par n'importe quel prétexte d'insécurité, pour qu'elles acceptent de partager le projet de sauvegarde économique. Lorsque les personnes ont peur pour la sauvegarde de leurs économies, elles acceptent toute proposition allant dans le bon sens évoqué. Jacques Attali, célèbre économiste, écrivain, conseiller et haut fonctionnaire français précisait que si rien n'est fait surviendra une catastrophe, un tsunami, auquel personne, pas même les plus riches ni les plus puissants, n'échappera. Plusieurs pays d'Europe et d'ailleurs se préparent, sans le dire, à se déclarer en faillite. Serait-il aussi un visionnaire, il aurait prédit l'élection du dernier président de la République française dès 2014, puis son éventuel échec, et son remplacement par une certaine Marion. Alain Minc, économiste, précisait de son côté. La crise à laquelle nous serions confrontés pourrait tourner à la crise finale de l'économie de marché, avec à la clé des conséquences qu'il est loisible d'imaginer sur la vie en démocratie et la vie en société, l'apocalypse n'est pas exclu. Philippe Béchade, analyste financier et président des Éconoclastes, groupe pluridisciplinaire de grands chefs d'entreprise pour des études sociétales diverses, a déclaré. Le système est déjà dans un coma dépassé, le marché est désormais maintenu en vie artificielle, aucune banque centrale ne peut plus le ramener à la vie, la vraie, comment cela se terminera-t-il ? Probablement par une refonte complète du système financier. Selon Simone Wapley, directrice de rédaction, Publication Agora. Toutes les épargnes et le capital des ménages pourraient disparaître du jour au lendemain, soit par leur confiscation décidée par les autorités dirigeantes, soit à cause d'une immense crise financière. C'est ce que prévoit la Bank Recovery and Resolution Directive, appelée pudiquement Cadre commun ordonné de résolution des crises bancaires, qui représente la directive de redressement des banques et de résolution de leurs défaillances, approuvée par les instances européennes en 2015, et qui consiste aux citoyens d'aller secourir leurs banques s'il le faut. La Deutsche Bank représenterait le Lehman Brothers actuel, mais Lehman Brothers ne représentait que 146 milliards de dollars de pertes. La Deutsche Bank c'est 56 000 milliards de dollars, et elle développe un profil à la Lehman, elle serait la banque la plus systémique de la planète. Chacun devra prendre les mesures qui s'imposent. Jean-Paul Juncker, président de la Commission européenne a déclaré, en juin 2016, devant le Parlement européen de Bruxelles, en français, contrairement à ses habitudes anglophones. Nous avons perdu, par l'expression du suffrage universel britannique, une des nombreuses aides, les horizons nous attendent, qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes, ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre, et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Cela confirmerait, par ailleurs, les propos précisés par le Dr Michael Salla, expert en politique internationale et en politique étrangère des États-Unis,
que des contacts seraient supposés entre des entités humanoïdes diverses et des militaires américains de haut rang. Des groupes seraient impliqués dans des réunions avec diverses races extraterrestres. Des délégations, provenant de divers endroits de notre galaxie, seraient des contrôleurs chargés de surveiller l'espèce humaine, mais ils seraient aussi impliqués dans la création d'une race hybride humanoïde chargée de la remplacer. Il aurait également été informé d'une série de réunions secrètes aux Nations Unies où les ovnis et la vie extraterrestre auraient été discutés. Le Project Serpo serait un programme secret d'échange avec des IT et des représentants des États-Unis, de la Russie, de la Chine et du Vatican, ainsi que d'autres diplomates. Le docteur Michael Salla aurait aussi signalé qu'un programme de divulgation partielle serait en cours d'élaboration pour habituer progressivement le public à l'existence d'extraterrestres sur la Terre. Pour lui, une divulgation officielle serait imminente. Or, faisant suite à des rapports, précédemment envoyés par une entité génétique externe à la Terre, des questions d'un groupe de personnes anonymes en contact privilégié auraient fait l'objet d'une réponse surprenante faisant référence à un prochain collapse économique, consécutif à un effondrement bancaire à l'échelon mondial, et qui provoquerait des guerres civiles concomitantes partout où les crashs bancaires se seront produits. Cet avertissement particulier ferait référence à une échelle de probabilité inversement proportionnelle à celle des météorologues. En effet, la probabilité des prochains 6 mois ne serait que de 8%, mais elle se situerait à 90% pour 2022. Cela confirmerait ce que les économistes auraient déjà prédit. Toutefois, cette même entité externe préciserait être en capacité de pouvoir réduire l'impact d'un tel risque. Elle affirmerait même être en possibilité de prendre le contrôle de la planète, à partir d'équipes secrètes d'intervention réparties sur diverses zones, dans le cas d'un risque, très sérieusement envisagé, d'une disparition de l'espèce humaine. Il ne s'agit pourtant que d'une prévision avec tous les risques d'erreur qu'elle comporte. Cependant, tout comme les alertes orange de la météo, il convient de rester circonspect concernant de telles prévisions, demeurant toujours hasardeuses, malgré la vigilance. Cette analyse s'adresse plus particulièrement à toutes les personnes qui ne se considéreraient pas concernées par les réalités sociétales de notre humanité. Note de l'éditeur. Une analyse est beaucoup plus complète dans Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Les populations esclaves, humanoïdes, des véhicules identifiables. De nombreuses études ont été effectuées, à partir des témoignages, concernant tout particulièrement des objets volants non identifiés. Des études plus ou moins sérieuses, plus ou moins controversées, réalisées par quelques pays concernés n'ont pas réellement permis d'obtenir une réflexion objective sur ce sujet. En France, c'est une association, appelée Comité d'études approfondies, d'où son acronyme de COMETA, à but non lucratif qui s'est chargé d'étudier des cas d'observation, pendant 3 ans, de 1996 à 1999. Ce sont des experts, de l'Institut des hautes études de la défense nationale, des membres du Centre national des études spatiales, ainsi que différentes personnalités civiles et militaires qui ont planché sur ce sujet. Un rapport, non commandité, officiellement, par les autorités de l'État français, aurait été cependant remis au président de la République et au Premier ministre de l'époque. Le grand intérêt de cette organisation a résidé dans la structure des opérants. Les domaines concernés sont très divers et ont exigé la coopération de personnes à très fort taux de compétences issues du génie civil et militaire. Ce rapport a conclu sur l'évidence d'une existence d'objets volants, totalement inconnus, aux prouesses techniques incompréhensibles pour nos compétences actuelles, dont l'hypothèse d'une origine extraterrestre apparaît comme la plus probable et la plus probante. Il est aussi précisé que le résultat de cette étude implique une autre approche du phénomène OVNI en ce qui concerne les cas civils et militaires. Toutefois, il convient de préciser que ce rapport n'a été suivi, selon des informations dignes de foi, d'aucun élément scientifique concret, en France. Pourtant, les répercussions d'une telle évidence sont nombreuses.
Cette étude du Cometa s'est appuyée sur des témoignages parfaitement structurés, sans ambiguïté possible quant à leur probité ou à leur sincérité. L'analyse qui résulte de ce rapport considère que de nombreux domaines du savoir sont concernés par ces résultats. Ces résultats impacteraient des domaines de la défense, mais aussi ceux de l'industrie, de l'enseignement, de la recherche, des administrations centrales et de l'information. Aux États-Unis, les recherches se seraient arrêtées, officiellement, sous le prétexte que le sujet, OVNI, ne représente aucune menace pour la sécurité nationale. Toutefois, la directive IANAP 146, qui s'applique aux militaires, mais aussi à certains secteurs civils, précise que la divulgation des rapports d'enquête concernant des Unidentified Flying Objects tombe sous le coup des lois réprimant l'espionnage avec des amendes conséquentes et des emprisonnements. Dès 1953, les États-Unis se sont dotés d'un arsenal répressif impressionnant, toujours en vigueur, concernant une interdiction totale de divulgation de faits UFO auprès du public. La Grande-Bretagne, en conclusion de ces études des cas répertoriés, semblerait plutôt privilégier l'option d'une menace potentielle. La création du MJ-12 en Amérique aurait été chargée, à la fois de placer sous un contrôle draconien les petits gris, Quesaco, et d'assurer aussi une désinformation systématique sur les phénomènes UFO. Le contrôle et la désinformation à l'égard des populations ont très bien fonctionné. En revanche, le contrôle sur les gris serait particulièrement désastreux. L'avancée technologique de ces créatures serait bien trop importante et elles n'ont que faire des accords de principe passés avec les autorités concernées. Des créatures mutantes testées par les gris iraient bien au-delà de la science-fiction. Existerait-il des ethnies extraterrestres chargées d'assurer un contrôle déontologique acceptable globalement, en fonction du niveau d'intelligence rencontré sur les planètes visitées et garantissant une libre évolution des espèces locales? Le Premier ministre russe, ancien président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, aurait déclaré, au cours d'une émission télévisée. Avec la valise nucléaire, le nouveau président reçoit un dossier top secret, entièrement consacré aux étrangers extraterrestres, qui visitent notre planète. Des rapports sont fournis par le service spécial ultra secret, qui gère le contrôle de ces étrangers dans notre pays et qui s'occupe d'eux. Après le mandat présidentiel, ces dossiers et la valise nucléaire sont transférés au nouveau président. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées si vous regardez le film documentaire « Les hommes en noir, les Man in Black ». Un président français aura-t-il un jour l'audace de permettre la diffusion du vrai rapport, Cometa, à la place de celui, très édulcoré, présenté à la presse en 1999? Note de l'éditeur. Le saviez-vous? Les Georgia Guidestone, c'est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie, près d'Elberton. Il serait constitué de 6 blocs de granit de 5,87 mètres de haut et pesant 108 tonnes. Il serait gravé de légendes en babylonien, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphes égyptiens, anglais, arabe, chinois, mandarin, espagnol, castillan, hébreu, hindi, russe et swahili. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guidez la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité. Unifiez l'humanité avec une nouvelle langue vivante. Dirigez la passion, la foi, la tradition et toutes choses par l'usage de la raison et de la modération. Protégez les peuples et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes. Laissez toutes les nations se gouverner librement et régler les conflits internationaux devant un tribunal mondial. Évitez les lois tatillonnes et les officiels inutiles. Équilibrez droits individuels et devoirs sociaux. Privilégiez vérité, beauté, amour, recherche de l'harmonie avec l'infini. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Laissez de l'espace à la nature. En conclusion, la richesse s'intensifie pour les plus riches, au détriment des autres, en appauvrissant toujours davantage les plus pauvres. Les pouvoirs politiques sont à la solde des ultra-riches.
Les différents organismes mondiaux qui ont été créés ne semblent pas vouloir se préoccuper des difficultés rencontrées par les populations, même lorsqu'ils font semblant de s'intéresser à elles. Il convient de comprendre que les esclavoïdes doivent maintenant apprendre à s'autogérer ou ils disparaîtront. L'oligarchie dirigeante continuera à les remplacer par des robots beaucoup plus disciplinés et rentabilisables. Comment ? Tout est expliqué dans les ouvrages cités en référence. Il conviendra surtout de profiter des prochaines élections municipales pour choisir chaque futur maire qui adoptera, par contrat écrit, le rôle des référents de quartier. Pourquoi ? Il conviendra d'établir un nouveau processus économique et de laisser les partisans de la démocrature établis à pouvoir continuer leur jeu préféré, leur bataille navale, leur partie de Monopoly tricheur et leur jeu d'échecs. Sachez surtout qu'ils sont de véritables requins, entre eux, 10 milliardaires se seraient emparés de tous les moyens de l'information. Si les gilets jaunes se sont exprimés de la manière connue, contrairement au bourrage de crâne habituel des processus d'information, toujours aussi bien appliqués à désinformer. Cette expression des gilets jaunes n'est pas due ni au hasard, ni à une quelconque spontanéité, elle est le résultat d'une bataille navale engagée depuis plusieurs années, c'est la guerre des chefs qui s'est accomplie. Si vous, les esclavoïdes, voulez continuer à jouer à leur Monopoly tricheur, vous savez que vous ne pouvez que perdre toujours plus jusqu'à votre exclusion permanente et sans retour possible de leur jeu social. Si vous voulez vous mesurer à leur échiquier, sachez qu'ils en détiennent toutes les règles et que vous n'en comprendrez jamais aucune, car ils s'appliquent en permanence à les modifier, dès que nécessaire, pour leur seul pouvoir, bien évidemment. Des règles. Les référents de quartier seront la courroie de transmission de vos décisions et de votre organisation. Vous allez devoir mettre en place un modèle économique adapté à vos besoins. Il devra d'abord consister, par exemple, à définir que toute personne sans emploi pourra assurer une tâche dès qu'il sera inscrit à votre organisation. Il pourra s'agir d'un service civique, par exemple, qui sera mis en œuvre en accord avec les besoins désignés par les représentants communaux, élus, contractuels ou fonctionnaires et aussi avec les représentants des entreprises publiques ou privées désirant participer à ce nouveau modèle de fonctionnement économique. Aucune forme de prosélytisme de la part des adhérents à l'organisation, ni aucune représentation que ce soit, ne devra être tolérée. Seuls, les Français et les étrangers parfaitement familiarisés à la langue française et enregistrés à une demande de citoyenneté française, pourront y adhérer. Les autres étrangers pourront être acceptés, à condition qu'ils soient en situation régulière, et après une étude très rigoureuse sur l'opportunité de leur adhésion. Une participation horaire, toujours, pour l'exemple, ne devra pas dépasser 20 heures par semaine et 4 semaines par mois. Chaque participant à ce service civique sera rémunéré à hauteur de équivalent à 4 000 € par mois, par personne, dès l'âge de 15 ans, en valeur 2019, révisable s'il ne perçoit aucune aide financière par ailleurs. Dans le cas contraire, le montant déjà perçu viendra en déduction. Évidemment, le temps de participation sera alors proportionné au montant réellement versé au titre du service civique. Il sera naturellement versé, à l'avance, en début de mois, comme dans le vrai jeu de Monopoly. Pour pouvoir ce faire, il sera impératif de créer une banque en ligne, autonome et indépendante, si possible par un ancien employé de banque, pour chaque commune, où toutes les transactions financières, toujours par exemple, ne devront se faire qu'avec de la monnaie électronique, sans aucune épargne ni spéculation possible, par l'intermédiaire, encore, par exemple, d'une clé USB, enregistrée nominativement, et avec un apurement impératif des comptes, en fin de chaque mois. Si cette formule vous apparaît utopique, il convient de comprendre que l'utopie disparaît, dès lors qu'un projet est d'abord testé, puis mis en service, une autre formule pourra peut-être être trouvée, mais attention aux infiltrés.
S'il ne s'agit là que d'exemples, c'est qu'il vous faudra prendre conscience qu'aucun projet que vous aurez choisi ne conviendra jamais à l'oligarchie cachée ou visible, qui mettra tout en œuvre pour vous en dissuader, et si possible, pour vous l'interdire, accompagnée qu'elle sera, par une mise en condition de tous leurs collabos dont vous avez pu connaître les méthodes au cours de vos diverses initiatives, ainsi que celles de leurs robots humains, diligentés et télécommandés. Eux aussi réduits à l'état d'esclavoïdes commandités et supprimés à l'occasion. Vous savez maintenant ce qui est écrit sur le monument Guy d'Estone. C'est un véritable génocide global programmé, à bon entendeur, bonne chance. Bonne année 2019. Et suivante. Nota. Tous les textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. En ce qui concerne les images d'illustration présentes dans cet ouvrage, elles appartiennent exclusivement à leurs auteurs respectifs. Elles ne sont utilisées qu'à titre illustratif, ne transgressant aucune législation en vigueur. Il convient de remercier le très grand nombre de personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à la confection de cet ouvrage. Cette liste est beaucoup trop importante pour pouvoir y être transcrite. Ce dernier ouvrage, Esclavoïde, est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Il est également accessible en livre broché, au format livre de poche chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de cet ouvrage est en conférence vidéophonique sur YouTube et répartie par chapitre. Le site internet